Bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, chères enseignantes, chers enseignants stagiaires. Alors, dans le cadre de module de la didactique professionnelle des mathématiques, on va passer à un deuxième stade. On va passer à une deuxième session parce que j'estime que pour la première session, on a déserté quelques idées, disons, plus générales. On a parlé à titre de rappel dans un premier moment de la différenciation de la pédagogie de la didactique et puis j'ai mis à votre réflexion qu'est-ce que c'est que la didactique clinique. Et puis, on a parlé des objectifs de la didactique professionnelle et j'ai bien choisi de nommer ce module didactique professionnelle parce que on va vraiment parler didactique de point de vue praticien. C'est-à-dire, vous êtes des futurs enseignants et donc j'ai essayé d'échapper à des définitions vagues, à des statistiques, à des auteurs pour vous donner, disons, un savoir-faire professionnel. C'est ça l'objectif, mais bien évidemment sans oublier les concepts basiques de la didactique. Et donc, on a vu qu'est-ce que c'est que les objectifs de la didactique professionnelle. Et puis, on a parlé de la réalisation des apprentissages. Et donc, s'il y a un mot-clé ou bien une prémisse ou bien une aiguille pour parler de la didactique, il faut bien répondre à la question de la réalisation des apprentissages. Et donc, on peut certainement être nombreux que la maîtrise des connaissances mathématiques dans notre cadre passe nécessairement par la résolution des problèmes. Et donc, dire résolution de problèmes, pour nous, on va zoomer sur un type de situation, à savoir de problème, à savoir la situation problème, hein, les situations problèmes. Donc, on a besoin de quelques concepts. On a parlé de qu'est-ce que c'est que le milieu socio-cognitif. On a parlé des conceptions, la dévolution et puis la zone proximale de développement. Bien évidemment, j'ai essayé d'échapper en gros à des notions que vous avez déjà vues dans les autres modules, que vous connaissez déjà, le contrat didactique, la situation d'action, les effets topaz ou bien Jordan. Et donc, dans cette deuxième session, c'est une session, disons, plus pratique. On a vu quelques définitions de qu'est-ce que c'est que la situation problème. Dans cette deuxième session, on va voir une proposition. C'est une proposition de typologie de situation problème. Et je vais vous parler de la situation problème historique. Alors, pourquoi? Parce que d'abord, il y a des questions, je suis sûr que vous avez vu comme définition qu'est-ce que c'est qu'une situation problème, quelles sont ses caractéristiques, quels sont ses objectifs, quels sont selon chaque auteur. Mais a priori, il y en a qui aimeraient bien savoir ou bien voir un exemple concret de situation. Et donc, c'est l'objectif de mon cours. Donc, j'aimerais bien passer à la chose pratique, à la chose concrète de la chose, de la discipline, en fait, de la didactique des mathématiques, sans rester bloqué sur des généralités qui ne permettent pas généralement à l'ensemble des enseignants stagiaires de déceler les véritables enjeux de la situation. Alors, il y a aussi des questions qui parlent, qu'est-ce que c'est qu'une situation problème? Est-ce que, par exemple, quand on propose une activité en début d'une science, en début d'apprentissage, est-ce qu'il s'agit bien d'une situation problème? Quand on propose un exercice d'application, est-ce qu'il s'agit d'une situation problème? Ou bien lorsqu'on propose des exercices d'application directe,
ou bien des exercices pour approfondir, ou bien exercices de synthèse, ou bien un problème ouvert au sens large. Est-ce que ceci, ou bien est-ce que ces types de situations, on peut les appeler situations-problèmes? Alors, pour répondre à cette question, j'ai proposé dans cette deuxième session un titre que j'ai choisi vers une typologie de situation-problème. Donc, je vais essayer de proposer quelques situations-problèmes. Et ces situations-problèmes, c'est ma proposition, c'est-à-dire ils font partie de mes écrits. Et donc, on va voir dans un premier mouvement la situation-problème à dimension historique, ou bien ce que j'ai appelé la situation-problème historique. Et vous pouvez consulter, ça fait l'objet d'un article que j'ai publié en 2015 à la revue française Petit X. Vous pouvez accéder au site de la revue Petit X pour, bien évidemment, pour une lecture plus fine des enjeux que j'ai évoqués dans cet article. Alors, je ne vais pas aller à un niveau professionnel d'un chercheur. Je vais me contenter des rubriques qui me paraissent très pratiques. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de la situation problème historique, mais selon 3 lignes, à savoir, je vais évoquer d'abord l'utilité de l'histoire, l'utilité de l'histoire pour introduire qu'est-ce que c'est que la situation de problème et donc dire l'histoire. Donc, on va voir le rôle de l'histoire du point de vue didactique. Donc, ça va nous permettre, cette première partie, ça va nous permettre de voir de plus près le rôle de l'histoire dans la construction de sens, et c'est ça le plus important. Et on va voir plus spécifiquement pour les nombres complexes. Je répète, pour les nombres complexes. Alors, je vais commencer par évoquer l'apport de l'histoire, l'apport didactique en quelque sorte de l'histoire. Et ce n'est pas surprenant parce que je suis sûr que vous avez déjà vu dans les manuels scolaires des repères historiques ou bien des petites annonces qui reflètent des savants ou bien des mathématiciens multinationaux à la tête de chaque chapitre dans les manuels scolaires. C'est pour vous dire, pour vous donner un repère d'une notion. Donc maintenant, on va expliciter ceci, quel est le rôle de l'histoire pour mettre un dispositif d'apprentissage qu'on a nommé dans notre cadre la situation problème historique. Donc, il est important de souligner que l'histoire des mathématiques a cette particularité pour éclairer autant sur les méthodes anciennes de cette discipline, ainsi que la manière dont on pu penser et élaborer ces objets. Alors, ici, il y a 2 mots-clés, savoir, outil, objet. Donc, on a déjà vu, vous avez peut-être déjà vu dans la dialectique outil-objet de Douadi, dans l'article de Douadi. Et donc, je pense que les nombres complexes, c'est un bon exemple. C'est même un excellent exemple de montrer ces 2 statuts, c'est-à-dire passer de l'outil à objet des notions mathématiques. Et donc, pourquoi? Parce qu'on va voir, d'après le cheminement historique, qu'au début, il n'y avait pas les nombres complexes, mais il y avait des techniques. Et ces techniques qui font intervenir les nombres complexes en tant qu'outils. Et on va voir, d'après le cheminement historique, que ceci a pris beaucoup de temps pour passer du statut de l'outil à un statut d'objet. On va expliciter ça par la suite, mais l'idée première, c'est que les nombres complexes ont commencé comme outils mathématiques. Alors, la mise en place de notre proposition, bien de notre activité, peut se poser le repérage préalable d'une conception
erronée d'ordre épistémologique. Alors, vous savez, quand on propose une situation ou bien un dispositif d'enseignement, il faut naturellement se poser la question quel est le ressort didactique de cette activité, en quelque sorte, quel est l'objectif pédagogique de la chose. Alors, dans notre cas, on va repérer une conception erronée. Donc, une conception, ça peut rejoindre... Oui, on a déjà parlé de la conception dans la première session. Donc, c'est une conception, hein, je peux dire une conception mentale, mais qui est erronée, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment correcte, et d'ordre épistémologique. Alors, pour l'épistémologie, c'est l'étude critique des sciences. Donc, voilà donc notre objectif. Donc, on pense à mettre en œuvre une activité. Hein, pour le moment, c'est une activité, mais qui suppose le repérage au préalable d'une conception erronée d'ordre épistémologique. Je vais peut-être éclairer un petit peu qu'est-ce que c'est que la signification de cette phrase. Alors, en fait, la signification de cette conception erronée. Vous savez qu'en général, lorsqu'on dispose un cours des nombres complexes, on commence toujours par la fameuse phrase dans tout ce chapitre, on suppose l'existence d'un nombre imaginaire i qui vérifie i carré, i au carré égale à moins 1. Donc, le problème réside dans le fait qu'une quantité positif va être égal à un nombre négatif. Quand on a l'habitude, en fait, l'apprenant, bien l'élève, d'après son parcours scolaire, il a l'habitude de concevoir une quantité au carré égale toujours à un nombre positif. Et dans le cadre des nombres complexes, voilà ce qu'on peut appeler un accident de logique, c'est-à-dire on vient pour dire à l'élève, en ce moment, on suppose qu'il existe un nombre imaginaire, et ce nombre imaginaire, son carré 1 égale à moins 1. Et donc, en général, il y a ce sourire des élèves que l'enseignant ne prend pas au sérieux. Alors, pour dire, c'est ça la conception qu'on propose pour notre activité. Mais pour parler des généralités, on peut souligner qu'un concept mathématique perd pratiquement son sens. Et donc, dire que i carré égale à moins 1, pour l'élève, ça n'a pas de sens parce qu'il a l'habitude d'avoir des quantités au carré s'avèrent positives. Donc, un concept mathématique perd pratiquement son sens si on ne prend pas en considération sa fonction, c'est-à-dire sa fonction d'origine en tant qu'outil. Alors, cette dernière a nécessité bien évidemment des siècles de travaux avant de prendre le statut d'objet connu dans la culture scolaire. Oui, donc on a déjà évoqué cette dialectique de outil-objet, et donc en général, le texte mathématique il est axiomatique dans le sens à ce qu'il nous donne une notion en tant qu'objet. Mais si on creuse, si on cherche, si on comprend d'abord sa fonction première en tant qu'outil, on passe au stade de la construction de sens, ce qui est très important. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans notre cas, la situation didactique que nous voulons disposer et que nous allons nommer situation problème historique, se caractérise par le fait que le principal acteur, qui est l'élève, motivé par la curiosité historique, parce qu'il y a toujours cette curiosité historique, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui se passe, curieusement, puisse avoir bien conscience de ce processus d'acquisition, de la notion étudiée. S'il l'utilise de façon pertinente, on peut dire qu'il a touché
certains points d'équilibre dans le relais sens-réalité, et par suite, il aura plus de chances pour faire évoluer cette notion et même l'utiliser dans d'autres champs mathématiques. Alors, j'ai évoqué ici la notion de sens-réalité, et ça, c'est une approche, disons, un peu philosophique de la chose, mais je ne vais pas parler de ceci dans un cadre professionnel, mais vous pouvez toutefois consulter le manuscrit qui est en ligne dans le site de la revue Petit X pour savoir l'enjeu précisément de ce que j'entends par le relais sensorialité. Mais en gros, ma vocation, c'est que pour faire une construction de sens, on devrait, me semble-t-il, donner un sens ou bien chercher la notion mathématique par rapport à quelque chose vécu dans l'environnement de l'apprenant. Et donc, je n'estime pas que l'entourage doit être réel, c'est-à-dire matériel, mais réalité. J'évoque l'aspect de la réalité de la chose. Donc, à mon sens, si l'apprenant essaie de trouver un sens dans la réalité qui lui entoure, il peut bien construire un sens de concept mathématique. C'est en gros ça. Donc, vous voyez que si on arrive à ce stade de construction de sens, l'élève aura plus de chances de faire évoluer cette notion mathématique, bien sûr, et l'utiliser dans d'autres champs mathématiques. Donc, en ce qui nous concerne, la modalité de mise en œuvre de notre situation proposée doit être proposée collectivement sous l'animation de l'enseignant. Et donc, voilà donc les modalités de mise en œuvre de notre activité, appelée situation problème historique. Donc, il faut la proposer d'une manière collective. Pourquoi? Parce qu'on va voir par la suite que le travail par petits groupes, c'est un moyen fondamental qui favorise l'apprentissage. Donc, dans une séance préliminaire, avant le cours, tout en profitant de travail en petits groupes. Donc, cette situation, j'estime qu'il doit être proposé avant l'introduction du chapitre des nombres complexes pour la deuxième année baccalauréat, par exemple, série scientifique. Donc, avant le cours des chapitres. Alors, on a passé dans cet article à une expérience. Cette expérience et cette situation qui porte sur l'origine historique des nombres complexes, à travers laquelle nous espérions trouver quelques conclusions justifiant notre thèse. C'est-à-dire, on va passer à l'action. Il y a un cadre théorique et puis il y a une partie expérimentale parce qu'on ne peut pas se contenter de proposer ou bien d'imaginer un dispositif ou bien une situation et dire ben voilà, ça va donner quelque chose ou bien on est sûr que ça va donner des résultats en termes d'apprentissage, mais il faut passer à l'action, à l'apprentissage, c'est ce qu'on a déjà vu et beaucoup disserté d'ailleurs dans le cadre de notre module la recherche-action. Alors, ceci dit, pour ces mots d'introduction de la situation problème, on a évoqué le rôle de l'histoire en gros sur la construction de sens et la finalité, en fait, le ressort de notre situation, c'est qu'il doit être mise lors d'un repérage au préalable d'une conception erronée d'ordre épistémologique. Maintenant, je vais passer pour vous citer un peu d'histoire sur l'origine algébrique des nombres complexes. Alors, la recherche historique sur l'origine des nombres complexes nous conduit à suivre la ligne de développement de la notion des nombres en général.
Depuis l'Antiquité, le Moyen-Âge, à travers différentes civilisations babyloniennes, les Grecs, les Égyptiennes, les Chinoises, ainsi l'augmentation de la demande de la précision dans le domaine de l'astronomie découle de l'exploration maritime du VIe siècle. Donc, on se situe au VIe siècle. Ceci boostera le développement des techniques de résolution des équations et aussi la création des tables trigonométriques plus exactes. Alors, les mots-clés à retenir pour se repérer historiquement, c'est on est au VIe siècle, et on est dans un stade de résolution des équations algébriques. Hein. Alors, les mathématiciens européens héritent de l'intérêt des Indiens et des Arabes pour une algèbre basée sur l'arithmétique plutôt que sur la géométrie. Donc, en général, résoudre une équation, et il y avait toujours deux approches, soit l'approche géométrique, soit l'approche arithmétique. Il n'y a pas encore ce qu'on connaît de nos jours, la résolution algébrique, et on va voir la différence, mais je pourrais dire en gros la différence entre l'arithmétique et l'algèbre. Alors, si je vous propose une équation x plus 3 égale à 5, par exemple, et je vous demande de résoudre cette équation. Alors, ce que je vous propose pour méthode de résolution arithmétique, je vais proposer des nombres, 3, 2, 4, et je vais remplacer ces nombres dans l'équation et puis peu à peu chercher qu'est-ce que c'est que la solution convenable. Là, c'est l'approche arithmétique. Mais pour l'approche algébrique, on va utiliser la méthode que vous connaissez tous. Je vais faire passer le 3 de l'autre côté pour écrire ces 5 moins 3 et puis revenir à la ligne pour x égale à 2. C'est la résolution algébrique. Et ça, c'est autre chose. Donc, à ce stade de l'histoire, il faut évoquer l'apport de la civilisation arabo-musulmane à l'algèbre. Commençons par le fameux Al-Khwarizmi, son livre Al-Kitab Al-Jami' wa Tafriq bi Hisabi Al-Hind. Donc, le livre sur l'addition et la soustraction d'après la méthode des Indiens. Donc, في كتابه الجمع والتفريق بحساب الهند, Khwarizmi aida à répondre aida à répandre la numération indienne. Et son traité Al-Kitab Al-Mukhtasar fi al-Hisab wal-Jabr wal-Muqabala, ou la Kitabihi Al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala, c'est aussi un livre de référence. Le livre consiste sur le calcul par restauration et équilibrage, dont le mot algèbre est à l'origine du mot algèbre. Se voulait un manuel pratique aidant à raffiner les techniques d'arithmétique issues des problèmes rencontrés à l'époque lors des calculs d'héritage, par exemple, prescrits par le Coran. Et aussi l'évaluation foncière. Alors, Al-Jabr, donc, on peut dire que la signification du mot Al-Jabr, en arabe, c'est جمع قطع إلى متفرقة إلى جزء واحد. والجبر يمكن أن نتخيل جبر si vous avez يد مكسورة مثلا إلى جزئين أو أجزاء فنقوم بجبرها حتى جبر العظم. Donc l'idée c'est ça, c'est que il y avait des entités, des morceaux, et la signification d'un jabr en arabe, c'est de rendre ceci en une seule unité. Et donc, c'est l'origine même de la nomination de cette discipline par l'algèbre. Donc, l'origine de l'algèbre est une origine arabe, donc ce qui a donné cette définition. Je dirais aussi
la nomination de son livre Al-Jabr wal-Muqabala, donc Muqabala, c'est-à-dire un équilibrage, vous avez une équation. Alors, ce que vous faites quand vous passez un nombre de l'autre côté, en fait, vous gardez toujours un certain équilibre. Un certain équilibre. Et c'est ça la signification de Al-Muqabala. Donc, voilà pour le moment. Et le rôle de la nécessité à l'époque de les taqsim, des héritages prescrits par le Saint-Coran, et impose à ce qu'il devrait y avoir des solutions pour des équations. Alors, malgré cet aspect pratique, Al-Khawarizmi, donc je vais peut-être vous donner une définition, une biographie très brève d'Al-Khawarizmi. Alors, c'est un des membres de Dar al-Hikma, la maison de sagesse, institution établie à Bagdad sous le califat al-Mamoun, c'était en 809-833. Cette dernière encourage la traduction des grandes œuvres grecques et indiennes, comme celle du mathématicien et astronome Mohammed ibn Moussa al-Khawarizmi, c'est à peu près circa de 850. Elle est d'origine de l'Ouzbékistan. Alors, l'introduction des œuvres d'Al-Khawarizmi en Occident au XIIe siècle ont à eux un rôle essentiel dans l'apparition de la numération de positions en Europe. Il a été maintes fois traduit en latin. Sa célérité fut telle que ce calcul fut nommé algorithme, d'algorithmos, latinisation d'Al-Khawarizmi. Donc, je tiens aussi à vous rappeler que même le mot algorithme vient de nom d'Al-Khawarizmi, algorithme, algorithmo, et puis Al-Khawarizmi. Donc, l'algorithme que vous connaissez en arabe, c'est une sorte de plan d'organigramme. C'est ce qu'on fait normalement. Vous pouvez imaginer une équation de premier degré à une seule inconnue. Donc, vous respectez les étapes de résolution, vous trouvez la solution. Donc, l'organigramme, c'est aussi la même chose. Il y a des étapes qui suivent une certaine logique pour arriver à un résultat. Et donc, l'origine de mon algorithme en informatique, c'est Al-Khawarizmi. Alors, revenons. Voilà l'exemple, par exemple, qui a proposé qu'on peut résoudre par une méthode historique qui s'appelle la méthode d'Al-Khawarizmi. Et je vais vous montrer ceci tout de suite. Je vais partager avec vous cette partie, hein, l'équation dont dispose Al-Khawarizmi, c'est celle-là. Donc, c'est x carré plus 2px égale à q avec p et q sont strictement positifs. Donc, on verra bien dans la suite comment Al-Khawarizmi peut résoudre cette équation. La méthode d'Al-Khawarizmi consiste à résoudre ceci géométriquement. Donc, vous pouvez voir le changement de cadre. Il y avait un cadre algébrique. Maintenant, c'est dans un cadre géométrique que M. Al-Khawarizmi a résolu cette équation. Donc, vous pouvez, je vais vous donner le manuscrit, vous pouvez lire ces détails mathématiques pour comprendre l'enjeu, sauf que par cette méthode géométrique, on trouve seulement la solution positive. Hein, c'est la solution positive. Alors, un autre mathématicien arabe de nom de Omar Al-Khayyam, donc Omar Al-Khayyam, il est né à Nishapur, actuellement en Iran, fut à la fois mathématicien, astronome, poète et philosophe. C'était à peu près aux environs de 1043 et 1123. Donc, voilà un autre mathématicien arabe musulman, c'est Omar Al-Khayyam. Alors, dans son texte Algèbre, elle proposa une construction géométrique à l'aide des coniques pour résoudre l'équation suivante. Donc,
voilà une méthode proposée par Omar Al-Khayyam qui consiste à donner une solution de l'équation x à la puissance 3 plus px égale à q avec pq strictement positif. Et vous pouvez regarder que noter que cette dernière équation est à l'origine de la découverte par Cardon et surtout Raphaël Bombillet des nombres complexes. Donc, voilà un moment d'histoire important, c'est que l'équation de type x à la puissance 3 plus px égale à q, c'est à l'origine de la découverte par Cardon. Cardon, c'est Jérôme Cardon, encore Geronimo Cardano, c'est un mathématicien italien, fut à la fois un médecin, cryptographe et astrologue. Il a publié son livre célèbre en 1545, Ars Mania sive de Regulis Algebraicis. Bon, peut-être j'ai mal prononcé le nom, mais c'est le titre de son ouvrage. Elle est bien connue, Ars Mania. On va voir que c'est l'origine des nombres complexes. Donc, pour le moment, je viens de vous citer deux méthodes géométriques pour la résolution de quelques équations. La première équation était x carré plus 2px égale à q. Et l'autre équation, c'est x à la puissance 3 plus px égale à q avec pq strictement positif. Alors, vous pouvez bien, on peut parler de la transformation de type d'équation en ce modèle, c'est possible, hein, avec des changements de variables, on pourrait bien trouver ces modèles d'équations, mais bien sûr, ils ne couvrent pas la totalité des situations, bien des équations de troisième degré. Donc, pour la méthode d'Al-Khayyam, également, je vais vous laisser le soin de relire ça soigneusement une fois que vous avez consulté le papier. Mais pour la méthode d'Al-Khayyam, vous pouvez voir qu'il y a deux points d'intersection de deux formes géométriques, à savoir un cercle. Voilà, on a un cercle et on a un conique également. Oui, on a une équation d'une parabole. Voilà, une parabole, voilà, c'est une parabole. Et puis, un cercle. Et voilà, les solutions sont exactement les points d'intersection de ces deux formes géométriques, bien évidemment, sans évoquer le cas de x égale à 0, qui est un cas éloigné parce que 0 n'est pas une solution. Voilà donc pour cette première partie. On a parlé de l'origine de l'algèbre même par Al-Khwarizmi. On a vu en quelque sorte l'apport de la civilisation arabo-musulmane sur la résolution par des méthodes, disons, géométriques de quelques types des équations. Et maintenant, on va voir la méthode de Cardon, cas de racine de nombres positifs. Alors, l'apparition des nombres complexes datait du XVIe siècle. Et pour bien comprendre cet outil mathématique, lui donner le statut d'objet, c'est-à-dire de concept, il a fallu attendre au début du XIXe siècle, lorsque le mathématicien norvégien Wissel et le Suisse Argan et l'Allemand Friedrich Gauss montrent que le calcul sur les nombres complexes n'est autre qu'une traduction symbolique très pratique de raisonnement de la géométrie de Plan. Alors, je vous ai évoqué en introduction que la notion de nombre complexe est un très bon exemple pour voir cette dialectique de T-objet. Alors, l'apparition, par exemple, de concept de nombre complexe a commencé depuis le XVIe siècle, et puis il fallait attendre
5 siècles, c'est jusqu'au début du 19e siècle, pour avoir le statut d'objet. C'est-à-dire, pendant ces siècles, les mathématiciens travaillent à l'aide des nombres complexes, mais en tant qu'outil. Outil pourquoi? Outil pour résoudre des équations algébriques. Et que le statut d'objet, c'était l'objet de travail, des travaux en fait d'une série de mathématiciens que je viens de nommer, Wissel et Argan, Frédéric Gauss et bien d'autres, pour dire enfin que le calcul sur les nombres complexes n'est autre qu'une traduction symbolique très pratique de raisonnement de la géométrie de plan, parce que, en fin de compte, on arrive à dire qu'une définition des nombres complexes, vous pouvez imaginer la définition Z égale à A plus IB, et A et B n'est autre que les coordonnées d'un point donné dans le plan. Voilà donc cette belle traduction de la chose. On se donne un nombre complexe Z égale à A plus IB sur son écriture algébrique, ou bien écriture complexe, mais en fin de compte, ce nombre n'est autre qu'un point de coordonnées A et B. Donc, avance avec son étudiant Ferrari en 1522-1565, Cardon travaillait sur la résolution des équations algébriques à coefficients réels de deuxième, troisième et quatrième degré. Pour les équations de troisième degré, ils ont attribué à Del Ferro, c'est ce mathématicien, Tartaglia également, l'invention de la méthode de résolution. Alors, voyons comment M. Cardano a fait la résolution ou bien d'une équation générale de troisième degré. Alors, on peut imaginer une équation de troisième degré de la manière suivante, c'est y à la puissance 3 plus ay carré plus by plus c égale à 0. Vous pouvez bien sûr mettre un a ici et multiplier par 1 sur a dans le cas où a strictement positif. Alors, la première des choses consiste à transformer ce modèle classique des équations de troisième degré en équation de la forme x à la puissance 3 plus px égale à q. Et ça nous rappelle l'expression proposée par Omar Al-Khayyam, x à la puissance 3 plus px égale à q. Hein. Donc, après certains ensembles de changement de la variable, c'est possible. Voilà, par exemple, la valeur d'y, voilà la valeur de p, voilà la valeur de q. Hein. Donc, vous pouvez voir ceci ou bien passer à vérifier vous-même. Donc, il y a Cardon traitait séparément les trois cas suivants où n'apparaissaient que des coefficients positifs. Voilà, donc il n'y a pas que ce modèle, mais c'est x à la puissance 3 plus px, x à la puissance 3 égale à px plus q, ou bien x à la puissance 3 plus q égale à px, sans analyser x à la puissance 3 plus px plus q, parce que celle-là, cette dernière n'admet pas de solution, parce que n'admet pas aucune solution positive, parce que les p et q sont déjà strictement positifs. Alors, pour résoudre l'équation modèle par Cardano de x à la puissance 3 plus px égale à q, avec p et q sont strictement positifs, Cardon utilisait le procédé équivalent à l'identité remarquable. Donc, vous allez voir, on va transformer cette équation de troisième degré à une équation de second degré, qui est t au carré moins qt moins p sur 3 à la puissance 3, avec bien évidemment quelques changements de variables. Et bien évidemment, les solutions d'un trinôme de second degré, on peut bien utiliser la méthode de discriminant qui est le delta pour trouver deux solutions. Et enfin, on va trouver les radicaux positifs, c'est-à-dire la solution dite formule de Cardon. Et vous pouvez voir que x est la racine cubique de q sur 2 plus la racine carrée de q carré plus sur 4 plus p sur 3 à la puissance 3. Et donc, voilà donc la solution
proposée par Cardon avec la méthode de Cardon ou bien la formule de Cardon à une équation de troisième degré de type x à la puissance 3 plus px égale à q. Alors, pour nous, dans un cadre didactique, voilà le x, hein, et il y a le symbole, un symbole radical qui est la racine de x, mais pour nous, voilà, une concrétisation de la variable didactique, c'est que je peux bien faire varier les valeurs de P et Q pour trouver un nombre négatif sous un radical. Je répète cette remarque d'ordre didactique et qui est fait le cœur, disons, de l'invention des nombres complexes en tant que petits, c'est que dans ce symbole radical, c'est-à-dire l'expression qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée, il y a des paramètres didactiques, à savoir les valeurs de Q et P, et je peux bien donner des valeurs, bien choisir des valeurs P et Q de façon à avoir un nombre qui est négatif sous un radical, ce qui est loin d'être accepté. Je vais revenir sur ce point, mais je pointe dans ce cas-là une variable didactique, c'est important, c'est que d'après la formule de Cardon, on a pu arriver à une solution positive. En fait, c'est une solution d'une équation de troisième degré, et on va retourner sur ce point pour plus de détails. Pour passer à la méthode de Cardon, un problème. Voilà un problème. Et si toutes les racines de l'équation cubique sont réelles et distinctes. Je vous rappelle qu'on vient de trouver, d'après la formule de Cardon, cette expression. On a une équation de troisième degré. Et on se pose la question, pour cette équation pourrait maximum avoir trois solutions. Et si toutes ces racines de l'équation, c'est-à-dire ces solutions, sont-ils réelles et distinctes? Alors, la formule, d'une part, elle est correcte parce que c'est x donné en fonction de P et Q. Et donc, en fin de compte, on pourrait avoir une solution qui est réelle. Et comment on peut imaginer, comment vous pouvez imaginer que, d'une part, on a une solution réelle, et d'autre côté, on a la racine carrée d'un nombre négatif. Donc ça, c'est un problème d'ordre logique. Donc, l'exemple historique, il est là, on va le voir ensemble. C'est pour cette équation x à la puissance 3 égale à 15x plus 4. C'est une équation historique avec cette fois-ci q égale à 4 et p égale à moins 15. Alors, pour cette équation, les solutions, on peut les trouver de notre manière. C'est 4 moins 2 plus racine de 3 et moins 2 moins racine de 3. Donc, pour cette équation, les trois solutions sont bien 4, elles sont réelles, elles sont aussi distinctes, sont également distinctes, et ça, c'est un point aussi important. Alors, on va lire ce paragraphe et puis revenir sur la discussion. Cette fois, Q égale à 4, on va prendre P égale à moins 15 pour se ramener au cas précédemment vu de x à la puissance 3 plus px égale à q, c'est-à-dire le modèle qu'on vient de voir. Mais on pourrait refaire les calculs précédents pour ne travailler qu'avec des nombres positifs si on voulait. Okay. Signalons d'abord, à titre d'explication, que cette équation admet trois racines réelles distinctes. Ceci du fait que le graphique de la fonction associée à l'équation en question coupe l'axe des abscisses en 3 points distincts. Ce que je viens d'écrire ici, c'est un changement du cadre géométrique, c'est-à-dire j'ai une équation algébrique, je travaille dans le cadre d'algèbre, et la meilleure ou bien la plus simple des méthodes à dire que cette équation admet des solutions, c'est que je vais tracer la courbe représentative pardon, de la fonction f de x égale à x au cube
moins 15x moins 4 pour voir qu'il coupe l'axe des abscisses en trois points. Donc, je viens de chercher la courbe représentative. En fait, je l'ai dessinée, mais je ne la vois pas ici dans ce manuscrit. Mais vous pouvez vous pouvez le faire vous-même, ou bien vous pouvez voir même dans le manuscrit qu'il y a une courbe sur cette forme et qui coupe l'axe des abscisses en 3 points distincts, et ces 3 points sont 4 et moins 2 plus racine de 3, moins 2 moins. Donc l'essentiel, c'est que géométriquement, on peut savoir à la préalable que cette équation admet 3 racines réelles distinctes. Alors, il y a d'abord la racine 4 qui est évidente dans le sens qu'on peut bien évidemment remplacer et vérifier à la main qu'il s'agit d'une solution. On trouve également les 2 autres racines. Ainsi, d'après la formule de Cardan, donc si on applique la formule de Cardan, regardez qu'est-ce qu'on va trouver. C'est un moment très fort de l'histoire. Alors, la solution d'après Cardan, c'est x égale à racine cubique de 2 plus racine de moins 121 plus racine cubique de 2 moins racine de moins 121. Alors, ce qui montre bien pour nous qu'un nombre réel peut s'écrire sous forme de racine cubique et de nombres complexes. Bon, c'est encore un peu en avance de parler de nombres complexes pour le moment, mais je pense que le message est clair. Pour cette équation x à la puissance 3 égale à 15x plus 4, qui admet 3 racines réelles, que sont 4 et moins 2 plus racine de 3 et moins 2 moins racine de 3, on utilise la formule de Cardan, on va trouver que x égale à racine cubique en fait, x égale, c'est-à-dire l'une de ces 3 solutions s'écrit sous la forme racine carrée d'un nombre négatif. Racine carrée. Donc, la question qui se pose naturellement, quel est le nombre réel qui correspond à cette solution? Quel est le nombre réel qui correspond à cette solution? Est-ce que c'est 4? Est-ce que c'est moins 2 plus racine de 3? Ou bien c'est moins 2 moins racine de 3? Alors, qui va nous répondre à cette question? C'est le mathématicien Bombilé, c'est un mathématicien italien. Et puis, on a nommé même ce paragraphe par le génie de Bombilé. Alors, voilà la question, laquelle des solutions réelles 4 moins 2 plus racine de 3 moins 2 moins racine de 3 égale à cette expression? Alors, cette expression n'avait a priori pas de sens dans un tel temps historique, puisqu'on ignorait ce que représente le symbole racine d'une quantité négative, c'est-à-dire racine de moins 1. Bombilé, je vais vous dire sa biographie, c'est les environs, c'est Raphaël Bombilé, les environs de 1526-1573, était un ingénieur italien qui a co-traduit 5 des 7 livres de Diophante et a publié son unique ouvrage, l'Algèbre. Alors revenons, Bombilé en 1572 a eu cette intuition, d'une part, d'introduire clairement les nombres de la forme a plus racine de moins 1b. Vous pouvez imaginer que moins 121, c'est moins 11 au carré. Je peux faire sortir le 11 et garder seulement racine de moins 1. Alors, Monsieur Bombilé, il fallait attendre l'arrivée de ce monsieur, qu'il a pensé à introduire des nombres, entre parenthèses, des nombres bizarres, des nombres particuliers, mais qu'ils ont une forme, la suivante, c'est-à-dire a plus racine de moins 1, b. Et ces règles, c'est calcul. D'autre part, notre ami a essayé de montrer que la somme de 2 nombres complexes conjugués, ceci suivant de notre appellation actuelle, est un nombre réel. Et grâce à cela, voilà comment on montre que 4 égale à racine cubique de 2 plus racine de moins 21, et ainsi de suite. Donc, la solution réelle qui correspond à cette expression est bien 4. Et vous pouvez voir qu'avec des techniques de calcul élémentaire, on peut faire des opérations sur ce type de nombres.
Donc, il y a un petit paragraphe. D'abord, à titre de simplification de la lecture de textes mathématiques, nous allons utiliser le symbole i pour désigner racine de moins 1. Donc, vous pouvez voir la démonstration en quelque sorte. Et je vous rappelle que racine de, en fait, le i qui désigne racine de moins 1, ce symbole a été introduit par Euler en 1767 et publié en 1794. Voilà donc pour Euler, c'est un mathématicien suisse qui a publié en 1748 son ouvrage Introductio in Analysum Infiniturum. Voilà, donc c'est en latin, donc je m'excuse pour la lecture. Donc voilà, donc j'espère que vous avez jusqu'à maintenant compris d'abord qu'est-ce que c'est que l'outil mathématique dans un temps, qu'est-ce que c'est que le statut d'outil mathématique. Et j'espère également que vous avez compris comment, quelle est l'étincelle historique, comment on a pu parler d'un certain nombre qui s'écrit sous la forme A plus racine de moins 1 B. Donc, je vais finir par ce petit arrêt historique. Dans la séance prochaine, on va voir notre situation, problème historique. Donc, en conformité avec les axes didactiques annoncés dans notre travail, nous allons nous restreindre ici à une discussion des nombres complexes sous un point de vue algébrique, sans traiter leur interprétation géométrique sur lesquelles des grands mathématiciens ont travaillé pendant des siècles, Descartes, Newton, Leibniz, Euler, Wiesel, Argon, Gauss et Cauchy, avant que cette notion mathématique ne prenne le statut scolaire actuel. Donc, vous voyez qu'il y avait toute une série de mathématiciens qui ont travaillé pour comprendre, pour chercher le statut d'objet à cet outil mathématique. Donc, sur le plan algébrique, le mathématicien français Girard a invoqué 3 raisons historiques, non pas pour connaître la démonstration de l'existence des nombres complexes, mais pour accepter cette existence. Donc, du point de vue historique, on a une contradiction historique. C'est que, et une contradiction qui n'a pas de sens parce qu'on n'est pas encore arrivé au statut d'objet des nombres complexes. C'est juste un outil pour trouver les solutions des équations de 3e degré. Et donc, pas de réponse. Est-ce que c'est logique d'écrire au moins 1? Donc, ce mathématicien français de nom de Gérard a invoqué des raisons pour au moins donner une réponse. Regardez, on pourrait dire à quoi servent ces solutions qui sont impossibles. Donc, c'est quelque chose d'impossible. Je réponds par 3 choses. D'abord, pour la certitude de la règle générale, donc il n'y a pas d'erreur dans les calculs. Vous pouvez vous-même faire des calculs, c'est correct. Et qu'il n'y a pas d'autre solution. De plus, il n'y a pas d'autre méthode pour trouver la solution. C'est l'unique méthode de résolution. Et enfin, pour son utilité, parce que c'est utile et c'est correct, parce que normalement, je peux utiliser cette méthode qui fait intervenir des nombres négatifs sur un symbole radical, mais je vais trouver des solutions. Et vous savez que pour une équation algébrique, si tu me donnes des propositions de solutions, je n'ai qu'à remplacer dans l'équation en question pour savoir et pour vérifier ce qu'il s'agit vraiment d'une solution. Donc, avec ces exemples, nous voulons montrer aux élèves que les mathématiques ne sont pas une science axiomatique, c'est-à-dire le statut d'objet que connaissent les élèves en classe, pour leur dire attention, ça ne vient pas comme ça d'un seul coup, mais vous voyez, par exemple, dans le cas du nombre complexe, il y avait des travaux des siècles, de 5 siècles, pour arriver au stade de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un nombre complexe. Et que même les grands mathématiciens ont rencontré des obstacles. Voilà toute une série de mathématiciens qui n'arrivent pendant 5 siècles à trouver la signification de cette technique mathématique.
mathématiques. Ils ont trouvé également des controverses, des débats et même des erreurs pendant leurs recherches. Et ça, c'est un message pour l'apprenant. Attention, c'est tout à fait légitime de faire des erreurs dans le cadre mathématique. Même les grands mathématiciens font des erreurs. Et ça, pour nous, c'est également une clé pédagogique. Voilà, donc, j'espère qu'on a fait un petit tour de l'histoire pour arriver à vous dire, à vous donner une idée sur les nombres complexes. La prochaine vidéo, je vais vous parler on va voir de plus près la situation problème que j'ai appelée la situation problème historique ou bien la situation problème à dimension historique. Voilà donc, merci de votre attention. J'espère que vous avez pu déceler quelque chose, quelques repères aussi pour, dans le cadre de notre module de la didactique professionnelle des mathématiques. Merci à vous et prenez soin de vous. À la prochaine vidéo.